Toni Morrison, vous naissez Chloé Anthony Walford en février 31 à Lorain, Ohio. La famille de votre mère a quitté l'Alabama en 1912. Et la famille de votre père vient, elle, de Géorgie. Ce sont des thématiques que l'on retrouve dans le chant de Salomon et dans le jazz également. Vos romans où les couples arrivent souvent dans le Nord pour suivre les persécutions du Sud. À travers l'itinéraire de votre famille, est-ce que c'est aussi tout un courant de l'histoire noire du début du siècle que vous avez perçu? The story of my family's movement from the south to the north is typical of many, many African Americans. Knowing about it as a child, it was fearful, interesting, frightening, and daring, and I thought peculiar to my own family. So it was later that I learned that that flight from situations of life that were intolerable was a typical one. And twice I made reference to such a journey in my fiction. Oui, toute l'histoire, les pérégrinations de ma famille, le fait qu'elle n'ait cessé de quitter le sud pour aller vers le nord, c'est très représentatif de toute la population afro-américaine. Quand j'étais enfant, j'ai vécu ça comme une expérience qui m'emplissait de crainte, à la fois qui me fascinait, que je trouvais très intéressante. Je trouvais ça aussi assez aventureux, audacieux de partir comme cela, et puis très étrange. Je pensais que c'était particulier à ma famille. Or après, j'ai bien compris que c'était un schéma que l'on retrouvait dès lors que ces populations, les Afro-Américains, ont souvent dû fuir des situations intolérables. Et c'est vrai qu'à 2 reprises, j'ai fait directement référence à ces pérégrinations familiales dans mes œuvres de fiction. Mais est-ce qu'il y avait un legs du Sud dans le comportement de vos parents, des réflexes qui étaient aussi peut-être ceux de la peur? Well, what was interesting in their behavior and contradictory, because they brought with them the culture, the food, the language, the community associations, etc. But then I noticed that my father, who came from Georgia and talked about Georgia as absolutely the worst place that anyone could live for black people. Oui, je trouvais leur récit à la fois intéressant et très contradictoire, ce que je décelais dans leur comportement. Bien sûr, ils avaient emporté avec eux toute leur culture, la cuisine du Sud, le langage, le parler du Sud. Mais je me rappelle également très bien que mon père, qui venait de Géorgie, lorsqu'il me parlait de cet État, me disait que c'était le pire endroit où vivre pour un Noir. However, he went back every year to visit his relatives. My mother spoke of her youth in Alabama as idyllic, nature, stories, and she never went back, ever. Et ce qui est contradictoire également, c'est que malgré ce que disait mon père de l'État de Géorgie, eh bien, il y retournait chaque année pour rendre visite aux membres de sa famille qui étaient restés là-bas, alors que ma mère me relatait sa jeunesse en Alabama comme une période vraiment idyllique. Elle parlait de la nature omniprésente, de ces histoires tissées autour d'elle qui l'entouraient. Or, elle n'est jamais retournée en Alabama. Est-ce que c'est aussi à travers le parcours de vos parents que vous avez été rendu sensible à cet exil en son propre pays? Perhaps, but I think it was something much more contemporary. Katrina, that took place in New Orleans, I was so intimately related in my mind to the castaways and the lesser people and the contempt in which such people are held. I didn't associate that kind of brutality with singular stories in my family because they were so tough, they were so strong and, resilient. Oui, peut-être, mais la source en est aussi plus contemporaine. On est encore sous le coup de l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans. Et tout ça est intimement lié à cet univers que j'évoque de ceux qui sont rejetés, qui sont traités comme des parias ou des sous-hommes et qui apparemment ne reçoivent que du mépris. Mais ce type de brutalité, je ne l'avais jamais associé aux histoires singulières de ma famille, curieusement. Alors, Lorain, où vous grandissez, est une ville typique du Midwest.
Elle n'est ni ghetto ni plantation, selon vos propres termes. C'est un univers de migrants, mais le monde qui vous semble le plus merveilleux, en fait, c'est celui de votre mère et de vos tantes, de leurs récits. Est-ce que cet environnement cosmopolite vous a donné la mesure et la valeur de votre propre héritage? You have to understand that I was not interested in that legacy, ever, until I began to write. It was just my family and their idiosyncrasies and their stories. They came into play when I was looking for those silences and those absences in the literature. And then naturally what I filled it with was my recollections, my memories of my own people. Mais il faut que vous sachiez d'abord que cet héritage ne m'intéressait pas le moins du monde tant que je ne m'étais pas mise à l'écriture. Et moi, ce qui me plaisait, c'était effectivement cet univers familial avec ses idiosyncrasies, toutes les histoires que l'on se racontait. Mais ce n'est qu'après, lorsque je me suis mise à rechercher dans la littérature, ce silence et cette absence que je ressentais de façon très forte, qui affectait mon peuple. Et j'ai commencé à vouloir remplir ce silence et cette absence avec mes propres souvenirs. So old-fashioned to me. So cobwebby when I was listening to them. I was an avid reader, so I had books and then I had those stories. And the stories were like little fairy tales, scary stories, etc. I had no appreciation for them until much later. At the time, it was all part of family lore and routine, etc. I did not value them at the time. Et puis ces histoires, bon, même à l'époque, elles me semblaient quand même un petit peu poussiéreuses, un peu démodées, comme ça, un peu surannées. Je savais déjà lire, donc j'avais d'un côté mes livres, et puis toutes ces histoires qui me nourrissaient autour, dans la bouche de cette grand-mère, ces tantes. Alors parfois c'était un peu comme des contes de fées, d'autres fois des histoires vraiment à faire peur. Mais sur le moment, je ne le ressentais pas comme ça. C'était juste un trait de ma famille, de mes proches, et je ne leur accordais pas plus de valeur que cela. Je les ai vraiment appréciés beaucoup plus tard. Toni Morrison, dans votre foyer, donc, vous dites qu'on accorde une grande importance aux contes, à l'oralité, mais aussi à des récits de rêves et à leur analyse. Est-ce que c'était aussi un accès sans peur à l'inconscient à la fois individuel et collectif? I don't think it had quite that significance on a large scale. We didn't have any other way to entertain ourselves. There was no television. We had a little radio, but not even early, probably in the 40s. I can remember not having a telephone until, I was in high school. So people, and not only black people, I lived among immigrants, Polish people, Italian people. They were always running their mouths and telling stories about their country or about their family. But you're right in that the process of listening to stories, and more importantly, to having to retell them. Because as children, adults would call upon us to tell and repeat stories. So you have to change them, re-emphasize certain things, edit them. I mean, you didn't have that language, but that's what was happening, because they were judging our ability and our performance and our success in being able to tell a story. Oui, je crois pas qu'à l'époque ça ait vraiment eu une portée si profonde. Je crois que c'était simplement une façon de se distraire. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas la télévision chez moi. On a eu une petite radio, mais que à la fin des années 40. On a eu le téléphone que lorsque j'allais au lycée. Et tout autour de moi, dans le quartier, d'ailleurs ce n'était pas propre à la population noire, c'était toute la population immigrante qui vraiment se régalait de toutes ces histoires. Il y avait les Polonais, les Italiens, ils avaient besoin d'évoquer leur pays, leur famille. Donc c'était vraiment une tradition dans tout le quartier, dans toute la ville. Et puis, il n'y avait pas seulement tout ce processus qui consiste à écouter une histoire, il y avait aussi la re-narration, parce que les adultes demandaient souvent aux enfants de raconter leurs histoires, et c'était un petit peu pour tester leur capacité justement à sortir un récit.
récit, à raconter quelque chose, voir comment ils reprenaient à leur compte ou modifiaient certains termes, insister sur une séquence dans l'histoire ou une autre. C'était un peu un petit jeu comme ça. Alors ces récits, vous le dites, Toni Morrison, sont aussi une façon d'oublier un quotidien un peu âpre. Parce que vous grandissez pendant la Grande Dépression, pendant ses conséquences, et votre père est soudeur, il multiplie les travaux et les expédients pour faire vivre sa famille de 4 enfants. Parfois, le foyer dépend des aides de l'État. Alors, est-ce qu'il est vrai que votre mère a un jour écrit au président Roosevelt pour se plaindre de la piètre qualité de la nourriture offerte pour les programmes alimentaires? Yes, she did. They called it relief in those days, which is a much nicer word, actually, than welfare. It was a relief, sort of temporary. Yes, it was during the Depression. The times were difficult. The stories, I think, helped us anticipate hard times, confront hard times, not to escape them, but to know that that was out there, whether they were formed as ghosts or demons or mean people. And we were enabled and empowered to sort of look at life in this very not blind, with your eyes wide open. They were cautionary tales, and they kept you awake and alert. Oui, c'est vrai qu'elle l'a fait, elle s'est plainte effectivement de la mauvaise qualité de la nourriture. À l'époque, vous savez, on n'appelait pas ça l'aide sociale, on appelait ça en anglais relief, c'est-à-dire, ça veut dire soulager, c'est l'idée de secours, c'est un plus joli mot. Bon, c'est vrai que c'était la dépression, les temps étaient durs, et je crois que ces histoires nous aidaient à regarder plus loin vers l'avenir et aussi à nous confronter à cette réalité. Non pas à la fuir, ce n'était pas pour s'échapper de la réalité, mais au contraire en découvrant dans les histoires des démons, des fantômes, d'horribles méchants, etc. Eh bien, je crois que ça éduquait les enfants à les rendre un petit peu plus prudents, à ce qu'ils se méfient et en même temps à ce qu'ils regardent vers l'avenir, mais les yeux grands ouverts. The story about my mother writing to Franklin Delano Roosevelt about some meal, cornmeal, I think, that had bugs in it was typical of her and members of my family, because she got a result, actually. She wrote a letter to the president complaining about the quality, and he did not write back, but somebody in the bureaucracy did. And eventually the woman who was handing out this food got the letter or got the information. But my mother and my father gave us instantly the sense that no matter how big the bureaucracy was or the forces that were against us, we could do something about it. You could write the president. If a man put an eviction notice on our door, which several times happened, my mother went outside and tore him off. I mean, we still got evicted, but I had this feeling some white man chased me and my sister up the stairs, and my father was there, and he threw him down the stairs and took our tricycle and threw it after him. So I always felt that you didn't take it. My uncle, John Willis, made it his business to go into every new store in that town, ice cream parlors, restaurants, to make sure that they were not refusing service to black people. My mother went to every open theater to make sure that she could sit anywhere she wanted. They went to the swimming pools to make sure. Et donc c'est vrai que cette histoire est tout à fait véridique. Oui, ma mère a donc écrit à Franklin Delano Roosevelt pour se plaindre de la présence notamment d'insectes dans de la farine de maïs qu'on nous distribuait. Et ça, c'est vraiment typique de ma mère et d'autres membres de ma famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a obtenu un résultat. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas le président en personne qui lui a répondu, mais quelqu'un de l'administration s'est donné à peine de lui répondre. Et au final, la femme qui, sur place dans notre ville, distribuait ces aliments de secours,
a également eu l'info, donc elle était au courant. Et ce qui était formidable avec ça, c'est que c'était très rassurant pour des enfants, parce que mes parents nous montraient sans cesse qu'on n'avait pas à se laisser faire, ou même si des forces colossales étaient contre nous, qu'on se sentait écrasé par une bureaucratie ou autre, ils m'ont donné le sentiment qu'on pouvait toujours tenter quelque chose. Par exemple, lorsque un avis d'expulsion était punaisé sur notre porte, ma mère l'arrachait sans autre forme de procès, on se faisait quand même expulser, mais enfin, au moins, elle me montrait qu'on pouvait un peu protester, résister, se battre. Une fois, un homme blanc nous a fait peur à ma sœur et moi, il nous a chassés dans l'escalier comme ça, et mon père l'a surpris, il est entré dans une rage folle, il a saisi le tricycle, notre petit tricycle qui était à côté, il l'a jeté sur le type, et donc on avait vraiment cette impression qu'on pouvait se défendre et protester. Pour se défendre, Toni Morrison, il y a aussi la connaissance. Vous êtes une étudiante brillante, vous êtes admise à l'université de Howard à Washington, D.C., où vous suivez donc les cursus de 1949 à 1953. Dans le paysage académique américain, Howard est considérée comme l'une des premières universités noires établies après la guerre civile. Quelle était alors l'atmosphère à l'orée de la lutte pour les droits civiques sur le campus? In 1953, I graduated from undergraduate school. That was the beginning. But I have to say that I went to Howard University because I wanted to be in the company of black intellectuals, and I had never been. All of my teachers were white. All of the students, there were 4 black kids in my graduating class. By the time I was 17, I really wanted to see something else. My family wasn't too happy with the idea, not because of it was Howard, but because it was away. They thought I should go to the university in the state. Plus, we didn't have any money. So they thought it was going to be too expensive. Oui, je suis sortie diplômée de Howard en 53 et c'est vrai que ça marquait à peu près le début des revendications pour les droits civiques des Noirs. En fait, j'ai choisi d'aller à l'université de Howard parce que je souhaitais vraiment me trouver en compagnie d'intellectuels noirs. J'étais entourée de très peu de noirs, surtout pour ce qui est de la population intellectuelle. Tous mes profs étaient blancs. Il y avait 4 autres étudiants noirs seulement dans ma promotion. Mais j'ai décidé d'y aller à la fin du lycée à 17 ans parce que je voulais vraiment voir autre chose. Et je recherchais, comme je vous le disais, cette fréquentation d'intellectuels qui étaient noirs. Alors mes parents, eux, n'étaient pas trop heureux, non pas parce qu'ils n'aimaient pas l'idée de cette université qui accueillait les Noirs, au contraire, mais parce qu'ils trouvaient tout simplement que c'était très loin de chez nous, et puis aussi parce qu'il n'y avait pas d'argent à la maison, et ils se demandaient comment ils allaient me payer mes études. The atmosphere at Howard was perhaps in transition. It was ranked very high, very demanding then. It was only after the civil rights movement when African American institutions could not count on the best recruitment, because then blacks could go anywhere, to any school. So they didn't have to choose within the community, so to speak. But that was in the 50s, late 40s, 50s, in the midst of this huge anti-communist fever in the United States. So I was curious about the position of African Americans in that debate, because there was Paul Robeson, there were black speakers, and there were entertainers who seemed to be red, as we call it, so it was a difficult era. So we were coming out of the sort of anti-communist thing into the beginnings of what turned out to be the civil rights. Emmett Till's death, I think, was in 55, and would have launched the civil rights movement, I think, except it was about sexuality. Boy, white woman, wink, blah. Right after that was Rosa Parks. That was more acceptable. Black woman servant, nice looking, she just wanted to sit down. So it was a much more generally acceptable act to rally around.
Ce dont je me souviens de l'atmosphère à l'université de Howard à l'époque, eh bien, je crois que c'était vraiment une époque de transition. L'université était assez bien cotée, mais après il y a eu tout un chamboulement puisque on n'interdisait plus aux Afro-Américains d'aller dans l'université de leur choix. Enfin, c'était de ce point de vue-là aussi une époque vraiment de transition. On était encore en fait assez plongé dans la fièvre anticommuniste qui a saisi l'Amérique. Et j'étais curieuse de connaître la position de mes congénères à ce propos. Il y a eu Cobb Wilson qui a commencé à parler à l'époque. Il y a eu plusieurs orateurs noirs qui étaient cultivés, des gens qui travaillaient aussi dans l'industrie du spectacle, qui commençaient à parler un petit peu, à se faire entendre et qui aussi possédaient une certaine culture. Et puis, comme on le disait, toute cette vague anticommuniste qui imprégnait tout finalement. Alors, je crois que la première affaire qui a eu beaucoup de retentissement, c'était la mort de Emmett Till. Je crois que c'était en 55. Mais ça n'a pas permis vraiment à tous de se rallier autour du mouvement des droits civils. Parce que c'était une histoire, c'était un jeune homme qui avait sifflé une femme blanche et qui, pour ça, s'est fait tabassé à mort. Donc il y avait quand même, malgré l'injustice terrible de la chose, des petits relents comme ça sexuels qui faisaient pas très propre ou qui empêchaient tout le monde d'adhérer à sa cause. Alors qu'un petit peu plus tard, il y a eu l'affaire de Rosa Parks et là, pardonnez-moi de dire ça, mais elle avait le bon profil. C'était une domestique, c'était une femme très aimable, très tranquille par ailleurs. Elle voulait simplement s'asseoir dans le bus. Et là, c'est ce qui a mis le feu aux poudres et ça a vraiment rallié tout le monde à la cause des Noirs. Alors vous poursuivez vos études à l'université de Cornell, où vous obtenez un master en 1955 avec une thèse sur le suicide chez Faulkner et Virginia Woolf. Même si la question des influences est toujours problématique, Toni Morrison, est-ce que vous reconnaissez ces deux auteurs comme des influences? I gravitated to American literature and dramatic literature at Cornell. And among the books that were there were the ones you've mentioned, Virginia Woolf and Faulkner, and we didn't do Hemingway even. That was not part of the curriculum. We did Dreiser, Theodore Dreiser. But Virginia Woolf was attractive to me in a language, her use of language, economy. Faulkner was just the opposite. He said everything all the time and repetitiously, but it had a flavor of some of the things that were recognizable to me in the narrative and the way we told stories in my family. J'ai décidé de me spécialiser donc dans la littérature américaine et la dramaturgie aussi, le théâtre américain. Alors parmi les ouvrages, oui, que j'ai le plus étudié à cette époque, il y avait bien sûr Virginia Woolf, Faulkner, Theodore Dreiser aussi. Mais pour vous dire combien ce champ était neuf, on n'a même pas étudié Hemingway par exemple, il n'était pas encore au programme. Chez Woolf, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'usage qu'elle fait de la langue, cette économie de la langue chez Virginia Woolf. Et chez Faulkner, ce que j'aime tout autant, c'est exactement l'opposé, une espèce de foisonnement et la répétition des choses. Mais justement, ça avait un petit goût du Sud. Je crois que ça me rappelait en effet des choses que je pouvais reconnaître, auxquelles je pouvais m'identifier et qui s'apparentaient aux récits qu'on racontait dans ma famille. In 20th century literature classes, I felt some relief and some profound curiosity about Faulkner because of the way in which he treated race with what then seemed completely without contempt or making fun of or anger. I never read anything quite like that then. C'est vrai que rien ne peut se comparer à l'immense curiosité et aussi au profond soulagement que j'ai éprouvé en découvrant Faulkner. Et cela, c'est surtout de par la manière dont il aborde la question des races. C'est-à-dire que il est le seul, je n'avais en tout cas à l'époque rien lu de tel sous la plume d'aucun autre écrivain. Il arrive à parler de la race sans le moindre mépris, sans la moindre dérision non plus, et sans colère. Et ça, c'était tout à fait inédit pour moi. But what joined those two writers
was a woefulness, anti-life, sadness, deep melancholy, so that I thought the treatment of suicide in both novels would be interesting, because she regarded it, or at least in her literature and perhaps in her life, as an escape, some kind of choice that was hers to make. It was control. Whereas Faulkner's cases of suicide was failure, weakness, inability to withstand. So I thought that was simple but interesting for a thesis that met the needs of the department. En fait, j'ai fini par faire cette thèse sur le thème du suicide commun à Woolf et Faulkner. Ce qui les reliait pour moi, c'était cette tristesse, cette mélancolie qui avait empreint toute leur vie et leur traitement du suicide dans leur œuvre. Et c'est vrai que là, le traitement qu'ils font du suicide diffère dans leur œuvre, en tout cas, je pense aussi dans leur vie intime. Pour Virginia Woolf, le suicide, c'était une manière de s'échapper. C'était un choix qui ne lui appartenait qu'à elle et où elle conservait un certain degré de maîtrise de sa vie. Alors que chez Faulkner, le suicide était plutôt synonyme d'échec, de faiblesse et d'incapacité à la résilience. À voix nue. Cette semaine, rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. Après les années de formation, nous entamons à présent le temps des engagements, un temps qui correspond à cette entrée dans la vie active, peut-être, à l'Université du Texas, où vous commencez à enseigner en 1955, en pleine émergence des droits civiques. Teaching at Texas was instructive in a number of ways. It was the first time I'd been anywhere where they taught African American history. They did not teach that at Howard. So when I took the job there, I was immersed in a history that I only knew anecdotally, not academically. And also, there were these stirrings of the civil rights movement. But there had been those before. I didn't think it was going to be as huge as it became. Oui, cette première période d'enseignement à l'Université du Texas a été très instructive pour moi, et ce à maints égards. D'abord, c'était la première fois qu'il m'était donné d'enseigner l'histoire afro-américaine, qui était une matière qui n'était pas enseignée à l'Université de Howard. Et je me suis donc trouvée immergée dans cette histoire de mon peuple, mais que je connaissais seulement de manière anecdotique et pas du tout de manière universitaire, académique. Et puis, comme vous le soulignez, il y avait ces remous de plus en plus prégnants des droits civils. Et j'étais la première étonnée d'ailleurs, parce que je ne pensais pas que ce mouvement allait aller si loin à l'époque et si vite finalement. En 1957, vous retournez sur vos traces, vous retournez à Howard. C'est aussi une période dans laquelle vous rencontrez des figures qui vont être importantes. Vous avez eu comme élève Stokely Carmichael, qui allait être un leader du SNCC et des Black Panthers, ainsi qu'Andrew Young, qui sera un futur maire d'Atlanta. Est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là d'assister à l'émergence de figures qui allaient compter dans l'histoire noire américaine et dans l'histoire américaine tout court? Toni Morrison? No. They seemed, Andrew Young was a classmate when I was an undergraduate. He seemed nice. He was going to School of Religion. Stokely Carmichael was a student. He was very articulate, very bright, a little bit of a rogue in class. The last time I saw him, he said, I said, what are you going to do now that you've graduated, Stokely? And he said, I've been accepted at Union Theological Seminary. But this summer, I'm going on the Freedom Rides. Non, j'avais pas du tout conscience à l'époque que ces gens allaient devenir des figures éminentes
de l'histoire afro-américaine. Andrew Young, bon, c'était un camarade de classe, il était très sympa. Après, il s'est orienté vers une école de religion. Et Stokely Carmichael, oui, lui était un de mes étudiants. Il était extrêmement intelligent, brillant, un petit peu chahuteur ou disons un peu rebelle, on le sentait déjà comme cela. Et quand il a eu son diplôme, je lui ai demandé, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Alors il me dit, bon, je vais à l'université de Union. Mais il m'a dit surtout, cette année, il y a une marche pour les libertés, cet été, et je compte bien y participer, voilà. Ces deux personnages sont entrés en religion d'une certaine manière, ils étaient aussi des étudiants en théologie. Ce n'était pas tout à fait votre cas de rentrer en religion, Toni Morrison, puisque d'une certaine manière, vous étiez plus un observateur qu'une activiste sur le campus. I was a faculty member. That makes a difference. I faisais partie du corps enseignant. Donc, j'étais pas censée traîner avec les étudiants. Mais en 1964, vous quittez l'enseignement et là, vous devenez éditrice chez Random House. Vous allez publier des livres comme ceux de Mohamed Ali, Angela Davis, Andrew Young, justement. Est-ce que c'était une façon de mener ce combat que vous n'aviez pas pu mener pour des raisons de statut d'enseignant sur le campus? I thought it was extremely important that those people who were in the news, who were leaders, who had the attention of the media, should be handled in their books. They should leave their stories in a permanent place, and that I was the one who should do that. I didn't trust others to midwife their work. So I published Huey Newton, I published Angela Davis, Muhammad Ali, but also many emerging writers, African Americans. Like, for instance? Toni Bambara, Lucille Clifton, June Jordan, those people who probably would never have gotten, at least that early, a publisher. Je trouvais important que tous ces gens dont on entendait beaucoup parler dans la presse, qui faisaient la une des médias, qui étaient les leaders de leur mouvement, eh bien, laissent une trace. Et, ou mieux que dans un livre, pouvait-on ancrer comme ça de façon permanente leur vie et leur œuvre. Et c'est vrai que je voulais là jouer un rôle actif. J'ai eu le sentiment que c'était à moi de les faire accoucher de leur œuvre, et je ne faisais pas confiance à d'autres pour le faire. Et pour moi, c'était vraiment un travail de sage-femme, oui, que j'ai joué auprès d'eux. Il y a eu Huey Newton, Angela Davis, Mohamed Ali, comme vous l'avez dit, et puis d'autres aussi, moins connus, Toni Bambara, Jordan, who else did you say? Clifton. Lucille Clifton, qui à l'époque était beaucoup moins connue et qui après ont été reconnus. C'est une période d'accouchement, vous l'avez dit, Toni Morrison, mais c'est une période aussi d'accouchement de vous-même, dans la mesure où vous divorcez de votre mari que vous aviez rencontré sur le campus en 1958 à Howard. Dans votre deuxième roman, Soula, vous écrivez à propos de l'une de vos héroïnes: n'étant ni blanche ni mâle, elle se voit dénier toute liberté et toute possibilité de victoire et doit entreprendre de se créer une autre identité. Est-ce que cet impératif, cette nouvelle identité, c'est aussi un appel que vous avez ressenti à cette période-là? I felt that there was nothing new about the person I became or was in the process of becoming. It was a direct line from the women in my family who were very fierce, and they were very resistant and very clear about their responsibilities. So knowing the difficulties of my grandmother on both sides, I felt that I could not live a life that was not, that they would make fun of. And I had the advantages of an education and a professional job, and they didn't. So how could I collapse? I had to keep up, at least try to be on a par in strength with what they had acquired. En fait,
Il ne s'agissait pas tant de me recréer une nouvelle identité, mais plutôt d'achever ce processus du devenir, de devenir moi-même. Et la personne que je suis devenue, je crois que ça s'inscrit en droite ligne avec la tradition familiale, notamment celle des femmes dans ma famille, qui toutes étaient très déterminées, savaient ce qu'elles voulaient et avaient une grande résilience comme cela. Et connaissant les difficultés auxquelles s'étaient confrontées mes deux grands-mères, j'avais vraiment le sentiment que je devais être à la hauteur et que je devais être digne d'elles. Et pour forger cette vie, j'avais en plus des avantages dont elles n'avaient pas pu bénéficier, notamment bien sûr l'éducation et le fait d'avoir un métier. Donc moi, je n'avais pas le droit de m'effondrer, il fallait que je sois forte et que je sois effectivement digne des femmes de ma famille. Digne des femmes de votre famille, digne des femmes tout court d'une certaine façon. Vous écrivez en 1970 Blue as Sky, enfin vous le publiez, L'œil le plus bleu, l'histoire de Pecola Breedlove, une jeune fille dans les années 30 qui rêve d'être Shirley Temple, qui rêve d'yeux bleus. L'accueil de la critique est favorable, c'était pas encore un grand succès de librairie, mais ce qui frappe à l'époque, c'est la réception assez froide des milieux radicaux. Est-ce que justement cette froideur a été une surprise, Toni Morrison? Oh, the whole thing was a surprise to me. The fact that it got published at all, because it was in the midst of books that were being sold that were confrontational vis-a-vis white people. They were male, kill whitey books, I call them. Claude Brown, James Baldwin, starting with even earlier Richard Wright, and books that were about power. So this was a book by a woman about something I was curious about, which was how pitiful if you absorb the racism that is around you. It was so unlike my own experience. So that inquiry was about something I didn't understand about that little girl. You know, I was more like Claudia. What is the matter with her? Claudia qui est la narratrice de L'œil le plus bleu. Oui, l'ensemble a été une surprise. Déjà, le simple fait pour moi d'être publié était une énorme surprise. Mais ce qui rendait le contexte un peu difficile pour moi, c'est que la mode en matière de littérature noire afro-américaine était surtout à la polémique, des livres très politiques qui jouaient surtout sur la confrontation, l'animosité entre noirs et blancs, comme les livres de Brown ou de George Jackson ou James Baldwin ou avant cette époque-là Richard Wright. En fait, c'était des livres très polémiques, très agressifs et qui traitaient essentiellement du pouvoir, sans doute parce qu'ils étaient écrits par des hommes. Et moi, je trouvais ça très triste finalement que seulement cela surnage, cet esprit très polémique, très agressif, et le fait que tous aient fini par absorber finalement, par intérioriser le racisme ambiant. Et cela était contraire, je trouvais, à mon expérience personnelle. Je n'avais pas suivi cette voie. Et pour revenir à l'héroïne que vous évoquez, Pecola, oui, moi j'étais plutôt comme Claudia, en effet, la narratrice, et à me demander mais pourquoi est-ce qu'elle recherche tout ça? Pourquoi est-ce qu'elle court après ces fantaisies? On a parlé de violence, vous avez parlé de violence, Toni Morrison. C'est aussi une période des États-Unis qui est marquée par ces vagues de violence. On pense à l'assassinat de Martin Luther King. Comment est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez un souvenir de ce jour, de ce moment? The death of Martin Luther King was devastating to me. Even though I'm sure it didn't surprise him. America's a very violent country, has always been. What was different was television. We began to see the violence in Vietnam, with assassinations, with riots,
So it brought it home in a way that usually you only get that on the radio or, you know, in print. But, and then there was more, you remember, after that. That was just the beginning. Oui, j'étais totalement dévastée par l'assassinat de Martin Luther King. Mais lui, je pense, n'a pas été surpris s'il s'est rendu compte au moment de sa mort qu'on l'assassinait. Je pense que malheureusement, il devait s'y attendre. Et l'Amérique est un pays violent, et a toujours été un pays violent. Alors bien sûr, c'est différent d'entendre le récit d'émeutes, d'assassinats ou de la guerre au Vietnam à la radio ou de le lire dans la presse, alors que là, on commençait à diffuser les images à la télévision et donc on était en prise directe avec cette grande violence, oui. Cette grande violence, c'est aussi celle de cette littérature masculine, c'est aussi celle du monde des hommes. Dans votre œuvre, Toni Morrison, et dès L'œil le plus bleu, on est très loin de la figure du leader père, on est plutôt proche de la figure du père violeur, comme celui de Piccola, qui rappelle aussi celle du père dans Homme invisible pour qui chantes-tu d'Ellison. I find rape, as described by men, there's something about their descriptions in which they take pleasure. And Ellison's rapist, oh, it's horrible, oh, it's miserable, oh, there's contrition, but there's some subterranean joy. I wanted to describe rape in the blue side, in the language of a woman, so that it's very soft. And I thought more repugnant because of that, because of the language. He's looking at her and he cannot stand her weakness. Can't stand her weakness. And there is nothing lovely or pleasurable about it. You understand what I mean? Absolutely. You take away that joy of rape. Even when the rapist is saying, oh, I did this terrible thing, you still feel his sense of power. So I want to take that away. You deprive the rapist. That's right. Deprive the rape of its glory. Il y a quelque chose de très particulier dans la manière dont les hommes décrivent une scène de viol, parce que je pense qu'au fond d'eux, finalement, ils y prennent plaisir. Et c'est vrai que le violeur d'Ellison, bon, il est tout contrit, il fait sa repentance, c'est horrible, etc. Mais on n'y croit pas, parce que ce que l'on perçoit surtout, c'est cette joie souterraine qui ne peut pas s'empêcher d'éprouver. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer dans L'œil le plus bleu, c'est-à-dire décrire un viol, mais du point de vue de la femme et dans le langage de la femme, un langage beaucoup plus doux, mais qui rend la chose encore plus atroce et encore plus révoltante. Je pensais que c'était plus efficace comme cela. Et puis surtout pour restituer la parole à cette femme qui se fait violer, parce que le violeur, bon, en fait, il n'arrive pas à regarder sa victime, ou s'il la regarde, il se dit je ne tolère pas, je ne supporte pas sa faiblesse, etc. Après, il fait semblant de faire acte de contrition, mais je voulais démanteler tout ça et priver, arracher ce petit plaisir qu'éprouvent encore les hommes dans la narration d'un viol et les priver de ça, qu'il ne l'est plus. Dans Le Chant de Salomon, le troisième roman en 1977, on rencontre d'autres figures masculines assez peu glorieuses, celle des hommes en fuite. Et pour évoquer l'absence masculine, vous vous tournez vers la figure mythique de l'Africain volant. Alors, est-ce que d'une certaine manière, se retourner vers la source du mythe, c'est pas une fable aussi qui permet de rendre la réalité insupportable, supportable? Est-ce qu'on n'arrive pas là à l'essence du mythe et de son usage dans la littérature? Myth holds meaning. It has a truth that is timeless and timely. Oui, le mythe recèle une signification, un sens qui est porteur d'une vérité et d'une vérité intemporelle. C'est celle de l'Africain volant, c'est celle aussi de l'homme en fuite. C'est une façon d'approcher une réalité qui a été décrite, par exemple, dans
Dans le rapport Moynihan en 1965, qui a fait grand bruit sur le malaise dans les foyers noirs, quelle était cette absence que vous vouliez décrire, Toni Morrison? Cette absence de l'homme dans le foyer? No, that report was idiotic. That was Moynihan. He blamed black women for everything. Now, in the literature of the West, the man who leaves home is a hero. He is called Ulysses. He is called anything. He is the warrior who leaves home. He is not accused of abandoning his family. He is someone we're supposed to look up to. So if a black man leaves his family, suddenly it's his irresponsibility. Suddenly it's his defeated. Song of Solomon contained a myth that was ambivalent. There is the thrill, the excitement of a man who can fly. And that story has been around in the United States among black people forever. It still exists in Georgia on the Sea Islands. But on the other hand, he does leave behind his wife and children. So you can't have it both ways. You stay home and mind the children. Is that heroic or just responsible? You leave, you fly away, you go to war, you have an adventure, and you're praised in the world. It's what that you abandon. So I'm not buying into the black man without responsibility theme. Oui, ce rapport était tout à fait idiot. En fait, on jette le blâme totalement sur la femme noire qui incarne tous les dévoiements. C'est très caractéristique de la littérature occidentale. Quand un homme quitte son foyer, sa famille, eh bien, on le considère comme un héros, on l'appelle Ulysse, on dit que c'est un guerrier, et jamais on ne va songer à l'accuser d'avoir déserté tout le monde, d'avoir abandonné sa famille. Alors que si c'est un homme noir qui quitte le foyer familial, eh bien tout de suite on va le juger irresponsable, c'est un échec, c'est la défaite, etc. Et dans le Chant de Salomon, j'ai essayé de mettre en scène l'ambivalence de ce mythe, justement. Alors c'est vrai qu'on a cette histoire qui continue de courir, on continue de le raconter, ce mythe de l'Africain qui vole, qui parvient à voler. C'est très riche et c'est passionnant et ça nous aide aussi, ce mythe. Mais pour revenir à l'image de l'homme noir, bon, au final, bon, il finit par mourir, donc il va vraiment définitivement laisser sa femme, ses enfants, etc. Mais bon, il faut savoir, soit il reste à la maison et on le juge responsable, ou bien il s'en va, mais sans pour autant bénéficier de l'héroïsme de l'homme blanc. Enfin bon, c'est un catch-22, enfin c'est un... Et finalement, hein, quand il part faire la guerre, trouver des aventures, on va faire la louange de l'homme blanc, alors que l'homme noir, lui, on va le juger très sévèrement et estimer qu'il a abandonné les siens. Donc moi, je n'adhère pas du tout à ce mythe qui tient l'homme noir pour l'essence même de l'irresponsabilité. Ça, c'était une intuition qu'on pouvait avoir en vous lisant Toni Morrison, que le rapport Moynihan n'était pas forcément votre tropisme intellectuel. Dans votre œuvre, autant qu'une interrogation sur la responsabilité du fuyard, on a aussi le sentiment que c'est une interrogation sur la société qui pousse à partir et qui souvent dupe les hommes. Mais quand la société trompe les hommes, finalement, ce sont les femmes qui en sont les ultimes victimes. It's very complicated. A double standard. The recognition that men move. They go out. They don't stay in the house. You know, traditionally that's not, they work, they go away. The woman stays home. So she has a double burden. And it's negotiating those two roles that I was interested in Song of Solomon and elsewhere. A woman does not leave normally. She's castigated if she is, condemned if she leaves her children or abandons her children in our society.
and that is suggested that she needs the help of a man, and also society condemns her if she's not able, as you say, to measure up to all of these requirements, and she can become, even in her own eyes, a victim. I just refuse to believe that. Oui, tout ça, c'est tellement compliqué. Et puis il y a la question du deux poids, deux mesures, du double standard quand même qui est appliqué. Là, c'est vrai que traditionnellement, les hommes ont toujours joui de la liberté de bouger, de sortir de chez eux. Ils ne restent pas enfermés à la maison, ils sortent travailler, etc. Alors que la femme, elle, est coincée dans la maison et doit affronter cette double charge et s'occuper des enfants. Bon, il y a tous ces rôles traditionnels. La femme, elle, va être jugée très très sévèrement si elle ne s'occupe pas bien de ses enfants, pire encore si elle quitte le foyer. Et puis la femme est toujours vue comme un individu faible qui a toujours besoin de l'aide de l'homme, etc. Et comme je le disais, elle va être jugée beaucoup plus sévèrement si elle s'avère incapable de faire face à toutes ces tâches domestiques. Oui. Alors faire face, nous le verrons demain, c'est aussi faire face à l'amnésie. Ainsi s'achève notre deuxième rencontre avec vous, Toni Morrison. Merci. À voix nue. Cette semaine, rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. Toni Morrison, avec le National Book Awards, le Chant de Salomon, vous donne un vaste lectorat. Dans Tar Baby, en 1981, vous nous portez vers une île des Caraïbes où un milliardaire de Philadelphie s'est retiré avec sa femme. Vous donnez comme épigraphe au livre une citation de l'Épître aux Corinthiens. « Car j'ai appris à votre sujet, mes frères, par les gens de la maison de Chloé, qu'il y avait des querelles parmi vous. » Ces querelles, finalement, elles éclatent dans le livre pour grande part à cause d'un mutisme qui recouvre un événement traumatique. Alors on a l'impression que finalement, le silence confortable est toujours un peu coupable et donne lieu à des explosions ultérieures dans votre œuvre. Guilt is really a substitute emotion. It's an emotion that hides as much as silence. The real emotion is shame. And the inability to get to that place is what causes the necessity for repression. So you see in Tar Baby these explosions among all these people. La culpabilité, en vérité, c'est une émotion de substitution, une émotion qui est destinée à cacher les choses, au même titre que le silence. Et la véritable émotion, c'est la honte. Et je crois que c'est l'incapacité d'en prendre conscience qui rend nécessaire ce refoulement. Et voilà pourquoi on assiste à toutes ces explosions chez les personnages de Tar Baby. La honte, c'est aussi un choix de ne pas voir le traumatisme. Est-ce que la honte introduit une sorte de myopie volontaire, Toni Morrison? Shame is knowledge. Shame is information. If you can feel the shame, then you can work through it. If you never feel it, never know it, you could never get rid of it. You could never learn from it. Mais la honte, c'est un savoir, la honte, c'est une information. Et si on peut éprouver la honte, alors on peut travailler sur ce sentiment, on peut élaborer, alors que si on ne la ressent jamais, si on ne la reconnaît jamais, alors on ne peut jamais s'en débarrasser. Et on ne peut jamais apprendre à partir de cette honte. Pour apprendre, la question c'est aussi qu'apprendre et comment remplir les interstices. Est-ce que c'est là que vient le rôle de l'écrivain aussi, Toni Morrison? To pose the question is the role of the writer. Hint, perhaps, at solutions from one point of view or another, but not to end like a television program where everybody lives happily ever after. Poser les questions, c'est précisément le rôle de l'écrivain. L'écrivain peut aussi peut-être suggérer
certaines solutions d'un point de vue ou d'un autre, mais en tout cas pas comme dans une émission télévisée, un feuilleton où tout est bien qui finit bien, ça certainement pas. Le rôle de l'écrivain, c'est aussi de questionner les fausses innocences. Dans Tar Baby, il y a cette phrase qui est sous votre plume. « Aucun homme ne devrait vivre sans intégrer les péchés de ses semblables, l'air infect de son innocence. » La littérature qui est la vôtre, Toni Morrison, est-ce que c'est aussi celle des innocences impossibles? It is the literature of the impossibility and also the kind of corruption of innocence. I live in a country in which that's all they talk about, is how America is full of innocent America. America, the child, the infant, the new, and it's diversion, it's inaccurate, it's infantile, and it's a lie. They should grow up. Oui, c'est la littérature de l'impossibilité de l'innocence et aussi d'une forme de corruption de l'innocence. Je vis dans un pays où on n'a que ce mot à la bouche, l'innocence. Oh, et combien l'Amérique est pleine d'innocence. L'Amérique vue comme finalement un enfant, un nouveau-né. Mais tout ça, ce n'est qu'une diversion. D'abord, c'est faux. Ensuite, c'est infantile. Et puis, c'est un mensonge, tout simplement. Je crois que les Américains devraient grandir un peu. Pour grandir, il faut aussi apprendre à se souvenir, Toni Morrison, dans le chant de Salomon, en 1977, que nous avons évoqué précédemment, l'un des personnages dit « Essaye de comprendre, mais si tu ne peux pas, tu n'as qu'à oublier, vieux. » Est-ce que l'oubli, c'est aussi infantile, mais c'est aussi né de l'incompréhension et des représentations impossibles? It's another escape. Whoever says that in the book, the character is offering really a false argument. Remember, and if you can't forget, you have to select from the past. All of it's not usable. Some of it's usable, some of it is not. So the process is to choose what is healthy, what is usable for the future. C'est une autre façon de s'échapper. Le personnage qui avance cela dans le livre, je pense qu'il avance surtout un argument fallacieux. Bon, il faut comprendre, et si on n'y arrive pas, si tu n'y arrives pas, eh bien, oublie. Non, il faut être sélectif par rapport au passé, parce que tout dans le passé n'est pas bon pour servir, n'est pas utilisable. Une partie l'est, une autre ne l'est pas. Et donc, le processus va consister à choisir ce qui est sain et ce qui peut s'avérer utile pour l'avenir. Pour parler du futur, il y a aussi ce rapport sélectif au passé. La mythologie dont on a déjà parlé ensemble permet de choisir dans le passé. Avec Tar Baby, l'enfant goudron, c'est aussi un pan de la mythologie africaine dont vous vous emparez, qui permet une réflexion peut-être sur le statut de la femme noire, un statut douloureux. Same status as all women. It's not any different for black women. But the problem is knowing the difference between remembering the past and being stuck there in a museum where you cannot go forward, or recognizing the past, whatever the mistakes may have been, and learning from them. It's not an either-or situation, but it's not peculiar. It's endemic, I suppose, among an oppressed peoples, but it's not peculiar and limited to them, which is to say, I hope that those questions that are put in Tar Baby and elsewhere are questions that are applicable to women everywhere. Je pense que ce statut est le même pour toutes les femmes. Il n'y a pas de différence entre les femmes noires et les femmes blanches de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est surtout de bien connaître la différence entre, d'une part, se souvenir du passé, mais rester prisonnier de ce passé, comme dans un musée où on ne peut plus aller de l'avant, ou alors reconnaître dans ce passé les erreurs
qui ont pu être commises et en tirer des leçons, apprendre à partir de ces erreurs. Ce n'est pas une situation de tout ou rien, si vous préférez. Mais je ne pense pas que ce soit particulier au peuple opprimé. C'est endémique, bien sûr, chez les opprimés, mais ce n'est ni spécifique ni limité aux peuples opprimés. Ce qui veut dire d'ailleurs, et j'espère que ces questions, les questions posées dans Tar Baby et ailleurs, sont des questions qui sont pertinentes et qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des femmes où qu'elles vivent. Et cette figure de l'enfant goudron, du Tar Baby, elle appartient particulièrement à une mythologie africaine. Yes, its origin is African, and it's been misrepresented, I think, in Walt Disney films. The Tar Baby that I was told about when I was a little girl is a female figure. And the interesting thing is that the rabbit who hits her does so because she doesn't answer him. She says good morning. He says good morning, and she didn't say anything. So he's alarmed by her bad manners. And when he hits her and gets stuck, his fury makes him refuse to understand that if he hits her again, he'll be stuck again. And the other element, which is really important to me, is that the farmer, the white plantation owner, made her in order to seduce the little rogue rabbit who is ravaging his farm. So I tried to replicate all of those people in the book. Oui, l'origine de ce mythe est africaine, mais il a été très mal représenté, à mon avis, dans les films de Walt Disney. Le Tar Baby, cet enfant goudron dont on me parlait quand j'étais petite, en fait, c'était une figure féminine. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le lapin qui attaque cette petite fille le fait parce qu'elle ne lui a pas répondu. Il lui a dit bonjour et elle n'a rien dit. Et il est donc fort mécontent des mauvaises manières de la fillette. Et quand il la frappe et qu'il reste coincé, eh bien, la fureur du lapin, l'empêche de comprendre que s'il la frappe de nouveau, il va de nouveau se faire coincer. Et l'autre élément qui est important à mes yeux, c'est que le fermier, le planteur blanc, l'a créé, cette petite fille goudron, précisément pour séduire ce voyou de lapin qui dévaste ses cultures. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire avec tous les personnages de ce livre. Le livre est aussi une interrogation sur les filiations réelles ou les filiations à inventer. Je vous cite, on n'a pas besoin d'avoir une mère naturelle pour être la fille de quelqu'un. Tout ce qu'on a besoin d'avoir, c'est un certain sentiment, c'est de faire attention aux gens plus âgés que soi. Toni Morrison, est-ce que c'est aussi justement les mensonges, les filiations que vous tentez d'explorer dans votre œuvre? Yes. A real daughter takes care of the people who took care of her. It doesn't have to be a biological relationship. It can be just love and circumstance. And her failure, the female character's failure to do that, puts her outside the world that her people would know. The man, on the other hand, who's called son, is within that world. So that conflict is really a cultural conflict. They love each other a lot, but so what if they can't talk to one another and can't exchange and mix those cultures together? Oui, une vraie fille s'occupe des personnes qui se sont occupées d'elle lorsqu'elle était enfant. Et ce n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une relation biologique. Ça peut être simplement de l'amour, et puis en fonction des circonstances. Mais son échec, ou plutôt l'incapacité du personnage féminin à donner cet amour et à faire cela, à s'occuper de ses parents, eh bien cela la place à l'extérieur du monde auquel appartient son peuple et qui est familier à son peuple. Le personnage masculin, en revanche, celui qu'on appelle le fils, lui, se trouve parfaitement intégré dans ce monde.
si bien que le conflit dont il s'agit est en fait un conflit culturel. Ils s'aiment beaucoup, tous les deux, mais qu'est-ce que ça peut faire puisqu'ils ne peuvent pas parvenir à se parler, ils n'arrivent pas à échanger et donc ils ne parviennent pas à mêler leurs deux cultures. Michael, qui est dans Tar Baby, le fils qui ne vient pas, est devenu anthropologue, spécialiste des Indiens. Un orphelin de sa culture qui recherchait d'autres cultures à aimer sans risque, dit de lui son père Valérian. Il continue en disant que tous ces allers et retours des ghettos aux réserves était une façon de rechercher la compagnie des gens qui permettait au Michael de tout poil de se livrer à la tristesse qu'ils n'osaient éprouver pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de stratégies d'évitement dans l'identité, dans la fondation d'une identité? Et est-ce que ce sont ces stratégies d'évitement que vous cherchez à déceler aussi, Toni Morrison? I thought Michael was a representative of that period of young white men, anti-war, anti-capitalist, fearful of their old-fashioned families, looking for another life. But it's the embrace of another culture, not the avoidance so much. It's the merging, his interest, his openness to other cultures, and of course a diminished affection for his own family. Et Michael est vraiment emblématique de cette période. Le jeune homme blanc qui est contre la guerre, qui est contre le capitalisme, qui dénonce le côté un petit peu désuet, démodé de sa famille, de leurs mœurs. Mais je crois surtout qu'il recherche une autre vie. Voilà pourquoi il veut embrasser d'autres cultures. C'est plus le désir d'embrasser une autre culture que celui de l'évitement. Ce qu'il recherche, c'est l'ouverture à l'autre. Mais de ce fait, ça diminue l'affection qu'il a pour les siens. La nécessité d'affronter la tristesse, d'affronter les siens, sans échapper possible, c'est aussi celle d'affronter les fantômes. Et là, on passe à Beloved, votre livre de 1987, où vous partez d'un fait réel, l'histoire d'une esclave, Margaret Garner, qui a tenté de tuer son enfant plutôt que de le rendre à une vie d'esclave. Dans votre roman, c'est un nouveau-né qui vient hanter la demeure de la famille, une histoire à la fois vraie et imaginée. Est-ce que ces revenants veulent dire, sont la métaphore de la façon qu'a le passé de nous posséder? If you are engaged in forgetting things that are so painful, I simply arranged it so there was no way for her to forget. So that the history of her action, which is like the history of all those who died in slavery, is alive, comes into the house, sits down at the table. Now you have to deal. It's not going anywhere. You have to face it in order to understand it and to transcend it. Oui, si vous avez décidé d'oublier toutes ces choses si pénibles, c'est une voie. Mais moi, je me suis arrangée dans le roman pour qu'elle ne parvienne pas à oublier, précisément. Et c'est toute l'histoire des actes qu'elle a commis, de même que l'histoire de tous ceux qui sont morts en esclavage avant elle. Eh bien, c'est cette histoire qui marche debout, vivante, qui rentre dans la maison, qui s'assoit à table parmi eux. Et à ce moment-là, on ne peut plus l'éviter. Il faut l'affronter, il faut y faire face, afin, on peut l'espérer, de comprendre ce qui s'est passé, surtout de le transcender. Pour transcender cette mémoire-là, vous allez au-delà, vous vous servez, mais vous allez aussi au-delà des récits de la vie d'esclave. Vous avez montré dans Playing in the Dark que ces récits-là étaient un genre populaire. Et pourtant, on a le sentiment que vous avez besoin d'aller au-delà des récits des témoins de l'époque, comme si ceux-ci n'étaient pas capables d'aller jusqu'au bout de leur histoire. Et dans votre essai, The Site of Memory, vous écrivez « Mon travail est d'arracher le voile sur des faits trop terribles pour qu'ils puissent être racontés ». Alors comment est-ce qu'on arrache le voile, Toni Morrison? You don't lie about the history. The story of slavery in America,
the story of the civil rights movement in America has been mangled, cleaned up, polished, and made sanitary. It's as though people looked away. So I thought it was time not to blink, to look at it the way it really was. How revolutionary, how radical it was for a slave woman to claim her child and say, this child is mine. And I thought that was a route into looking at the real consequences of an enslaved life where you do not own not only your own body, but your own children. Eh bien, il ne faut pas mentir sur l'histoire de l'esclavage en Amérique, l'histoire du mouvement des droits civiques en Amérique. Eh bien, cette histoire a été trafiquée, nettoyée, polie, expurgée finalement, comme si les gens voulaient s'en détourner et ne pas la voir. Et je crois qu'il est temps d'accepter de regarder cette histoire sans scier et de voir comment elle était vraiment, et de saisir combien il était révolutionnaire, combien il était radical à l'époque pour une femme esclave de revendiquer sa maternité et d'affirmer « cet enfant est le mien » et de regarder aussi les véritables conséquences qui découlaient d'une vie d'esclave, à savoir que, eh bien, un esclave ne possède pas son propre corps et il ne possède pas non plus l'enfant sorti de ce corps. Vous retrouvez aussi là l'image de l'habikou, de l'enfant revenant de la littérature africaine, qu'on croise chez Soyinka, ou chez Amos Tutuola, ou chez Ben Okri. Est-ce que ce mythe de l'enfant vous a aussi inspiré pour écrire Beloved, Toni Morrison? It was not inspired at all by that figure in African stories, but I'm fully aware, and so was the mother in the story, that a dead child was a reincarnation, could be anybody. So I wanted her to feel the impact of joining her children in death, joining. And so the ghost played a dual role for me in that way. Non, en fait, je ne me suis pas directement inspirée de cette figure des légendes africaines. En revanche, j'avais pleinement conscience, de même que la mère dans le roman, j'avais tout à fait conscience du fait qu'un enfant mort était une réincarnation et pourrait être en fait n'importe qui. Et je voulais que la mère éprouve tout ce cheminement et cette idée de rejoindre ses enfants dans la mort. Ce qui fait que ce fantôme, ce revenant, était là en fait pour jouer un double rôle. Dans quel sens un double rôle It was metaphorically history. It was her personal memory returning until it gets satisfaction. The ghost is hungry to be reconciled with the mother, and until it is, it will not rest. It's still alive at the end of the book. All those dead people that were unburied, who died at sea, millions and millions and millions, who died 2 years after they got to America, worked to death, unburied, unmourned. They're still there, out there. And we have to pay close attention, and they deserve our mourning. Oui, c'était une métaphore de son histoire et de ses souvenirs personnels qui reviennent sans cesse, sous forme de fantôme et jusqu'à obtenir satisfaction, car ce petit fantôme a faim d'une réconciliation avec sa mère, et jusqu'à ce qu'il soit réconcilié avec sa mère, il ne trouvera pas le repos. D'ailleurs, il est encore en vie à la fin du livre. Et on pense à tous ces gens qui sont morts et qui n'ont jamais été enterrés, ensevelis convenablement, qui sont morts en mer par millions, des millions qui sont morts 3 ou 4 ans
après avoir posé le pied en Amérique, ou qui sont morts de fatigue, sous le fouet, morts de travail, et qui n'ont jamais été enterrés, qui n'ont jamais été pleurés, dont on n'a pas fait le deuil. Ils sont encore là parmi nous, et je crois que nous devrions leur prêter davantage d'attention, parce qu'ils méritent qu'on porte leur deuil. Vous parlez de deuil. La mémoire et les souvenirs ne me donneront pas un accès total à la vie intérieure non écrite de ces gens. Seul l'acte d'imaginer peut m'aider. Est-ce que l'acte d'imaginer peut aussi aider à faire le deuil, Toni Morrison? Oh, yes. For me, the act of reimagining and imagining is a kind of saying goodbye, paying my respects to these anonymous people. Oui, pour moi, l'acte d'imaginer et de réimaginer est une forme d'adieu et de salut respectueux à tous ces anonymes. Et est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez appelé votre pièce de théâtre sur Emmett Till Dreaming Emmett en 1986? Rêver Emmett, la vie de cet homme qui a été tué par racisme, un racisme ordinaire. Donc le rêver plus que le décrire? Well, it's a resurrection of Emmett Till, who was seriously mourned, but it's a life unfulfilled. It's a young life. So I wanted to have not Emmett Till, but another young black teenager resurrect him and execute his life as he would have lived it. So he's inventing, as in dreaming, Emmett Till. C'est une résurrection de Emmett Till. Emmett Till qui a été pourtant pleuré, mais sa vie, il n'a pas eu l'occasion de la remplir, de la vivre pleinement. Il est mort si jeune, et donc je ne voulais pas le dépeindre lui, mais plutôt un jeune adolescent noir qui, lui, allait l'aider à parvenir à la résurrection et qui allait exécuter en quelque sorte la vie de Emmett Till, comme lui l'aurait peut-être vécu. Et donc ce jeune adolescent le réinvente, comme en rêve, il réinvente Emmett Till. D'une certaine manière, c'est aussi un revenant qui prend la place de Emmett. On en revient toujours aux revenants et aux possessions du passé. Mm-hmm. Well, the ghost life is the undead, so to speak, is a way of putting flesh on memory, or putting flesh on memory, putting flesh on anonymous people, keeping them intellectually and emotionally alive. Ces vies de fantômes, la vie de ceux qui sont des non-morts en quelque sorte, je crois que c'est une façon de mettre de la chair sur des souvenirs ou sur tous ces gens anonymes et de les garder vivants, intellectuellement et émotionnellement vivants aussi. À voix nue. Cette semaine, rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. Ce rapport aux revenants et sans angoisse, est-ce qu'il est aussi le fait de ceux qui n'ont pas peur de la mort, car la vie est tellement douloureuse que la mort est à peine une épreuve? On a le sentiment à vous lire que la frayeur des revenants est surtout éprouvée par ceux qui ont des vies confortables. Et dans Beloved, je vous cite, l'une des héroïnes dit que puisque la mort ne représentait pour elle aucune terreur, elle parlait souvent aux morts, elle savait qu'elle n'avait rien à craindre. You don't fear the ghosts because they're not fearful. The notion that they're scary is just a recent invention, I think. Some of them are scary, some of them are not. But the assumption is that we live in the assumption of my childhood was that everything was enchanted. They were very shrewd people, but they did not deny that aspect. It's still alive in religion.
There's nothing bizarre about it. You really think that those saints are talking to you, listening to you, answering your prayers. That's ghost life. Someone lived a wonderful life, became canonized as a saint, so you have a conversation. Do they live in your life? Yes. You have something around your neck. You have something in your pocket. There's no difference between the human desire to have a relationship with dead people. Ghosts are not, Casper the ghost. It's your projection, your desire, your thoughts about something over there that is really interested in you. Mais je crois qu'on n'a pas peur des fantômes parce qu'ils ne font pas peur. Cette notion selon laquelle ils sont effrayants, c'est une invention tout à fait récente. Bien sûr, certains font plus peur que d'autres. Mais tout cela reposait sur une conviction qui a imprégné toute mon enfance et qui était que le monde était enchanté et tout était enchanté. Bon, bien sûr, c'était des gens malins et qui ne reniaient pas cet aspect-là. Et cet aspect que l'on retrouve encore dans la religion, par exemple. C'est un peu étrange quand on y pense. Les saints qui vous parlent, qui écoutent vos prières, qui exaucent vos prières. En fait, c'est un monde de revenants aussi. C'est parce que quelqu'un a mené une vie particulièrement exemplaire ou merveilleuse. Il a été canonisé, il est devenu saint. Et donc, vous commencez à nouer une conversation avec cette personne. Est-ce qu'ils habitent réellement votre vie ? Bon, d'une certaine manière, vous les portez en vous. Ils sont autour de votre cou, au fond de votre poche. Il n'y a rien vraiment de très étrange à tout cela. Il s'agit en fait, bien sûr, de nos projections, de nos désirs et de nos pensées et de tout ce qu'on se dit sur ce qui existe vraiment là-bas et qui peut s'intéresser à nous. Vous avez mentionné la religion et son rapport à l'invisible. Encore une fois, dans Beloved, vous convoquez la Bible en épigraphe. Je vous cite « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée ». Donc cette fois-ci, il s'agit de l'épître aux Romains. On peut entendre en fait la citation de bien des façons. On peut considérer que celle qui se fait passer pour Beloved n'est pas Beloved. Il y a toujours la possibilité de l'imposture chez les revenants. Mais il y a aussi cette façon de réécrire l'histoire pour la corriger en faveur des opprimés. Est-ce que c'est aussi dans cette double acception que vous avez voulu citer l'Épître aux Romains, Toni Morrison? Yeah, that letter, that epistle to the Romans was about peace. Let's join together. I will call the ones that you hated part of my family. Mm-hmm. There's contention among you. So it was the notion of merging these two worlds. And her mother's doesn't fear death because she really thinks that there is an afterlife and that she will join not only her children, but her mother, her father, the people left in Africa. So it is a beyond the life relief from this one that is difficult. Oui, cet épître aux Romains, en fait, ça parle de paix. Rejoignons-nous, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Cela veut dire il y avait des dissensions entre vous. Et c'est cette notion qui veut faire confluer, fusionner ces deux mondes. En fait, la mère ne craint pas la mort parce qu'elle croit en l'au-delà et elle pense qu'elle rejoindra non seulement ses enfants, mais aussi sa mère, son père et les ancêtres africains. Et je crois que c'est cela qui lui apporte un soulagement, car elle pense qu'il y a une vie après la mort qui va la consoler de cette vie ici-bas qui est si difficile. Au-delà de la vie, vous avez mentionné donc que l'imagination est une façon de faire le deuil. Dans votre roman Jazz en 1992, vous faites aussi une tombe à d'autres anonymes. Ce sont des anonymes que vous avez trouvés dans le livre de Van der Zee, le livre des morts de Harlem. Est-ce qu'il était nécessaire pour vous d'écrire l'histoire de ces anonymes alors qu'il aurait été peut-être plus facile d'écrire les heures de gloire du Harlem des années 20 en façon club de jazz et Cotton Club? It would have been easier, which is why I wouldn't do it. Everybody writes about the heyday of the jazz period as though that's all there was.
That's the media version of what life in Harlem was like. And I never mentioned the word jazz in the book, and there are no famous musicians in the book. It's something else that's going on, which is philosophical concept of jazz. Eh bien, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait d'ailleurs, parce que tout le monde écrit sur cet âge d'or, cette période du jazz, comme s'il n'y avait eu que ça. Or, ça c'est un petit peu la version médiatique de ce à quoi ressemblait la vie dans le quartier de Harlem. Vous aurez remarqué que dans mon livre Jazz, pas une seule fois, je n'écris le mot jazz et je ne cite aucun nom de musicien célèbre, etc. Car pour moi, il s'agit de dépeindre autre chose. Ce que j'ai essayé de saisir, c'est un peu le concept philosophique de ce qu'est le jazz. Et quel serait le concept philosophique du jazz pour vous, Toni Morrison? You practice and you practice and you practice so that you are able to improvise, to invent, to make it up. And even if you make a mistake in the telling, you still have to perform. And the mistake may lead you to another kind of perception. The narrator of jazz is the know-it-all. I know that woman, the way the book opens. And she tells the story of what's going to happen. But the characters escape her and live their own lives. So at the end, the voice has to acknowledge that if you listen to the other people on stage, if you're in a jazz combo, the music may go somewhere else that you didn't plan on at all. But what you do find sometimes is a brand new story. As in jazz, a story of reconciliation. Nobody shot anybody again in the last analysis. So that seemed to me to be structurally what jazz was about. Eh bien, comme pour toute musique, il s'agit de répéter, de travailler et de travailler encore et de répéter encore, de sorte d'être à même d'improviser et de pouvoir inventer. Et même si vous faites une erreur dans le déroulé du récit, eh bien, il faut quand même continuer à jouer. Et cela peut vous conduire à d'autres sortes de perceptions. La narratrice dans Jazz, c'est la femme qui sait tout et qui va vous raconter l'histoire, mais il se trouve que les personnages vont lui échapper pour mener leur propre vie. Et donc finalement, la voix doit reconnaître que, eh bien, si vous êtes sur scène, si vous écoutez les autres musiciens qui jouent, si par exemple vous avez un bœuf, eh bien, en vous écoutant bien les uns les autres, vous allez voir que la musique peut aller ailleurs, dans un endroit autre que celui que vous aviez initialement prévu. Et puis parfois, vous découvrez que cela va vous conduire vers une histoire entièrement nouvelle. C'est ce qui se passe dans Jazz. Et là, une histoire de réconciliation. Parce que, après tout, bon, personne n'a tué personne. Et je crois que, sur le plan structurel, c'est ça le jazz. En 1993, vous devenez la 8e femme à se voir décerner le prix Nobel de littérature, la première femme nord-américaine. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était aussi à Harriet Wilson, la première femme écrivain noire publiée aux États-Unis en 1859, ou à Harriet Jacobs, et à toutes celles qui vous ont précédé, que le prix était décerné? Est-ce que vous aviez l'impression un petit peu d'avoir tout cet héritage-là avec vous? No. No, I didn't feel anything like representing earlier people. But I felt very strongly about the future, that it was now possible for other younger writers, women, to enter that hallowed hall. That's what I felt. Non, 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 pas du tout. Je n'avais pas du tout l'impression de représenter des gens qui m'avaient précédé. En revanche, ce que j'ai éprouvé très fortement, c'est que désormais, pour l'avenir, eh bien, il devenait possible à d'autres écrivains, femmes et plus jeunes que moi, eh bien, d'entrer à leur tour
dans ce domaine. On revient probablement à cette phrase qui est l'introduction du chant de Salomon. Les pères connaîtront peut-être la célébrité et les enfants connaîtront peut-être leur nom. Toni Morrison. You might know their names. Votre discours de réception du Nobel, donc, sans toutes ces femmes sur vos épaules, a le langage comme horizon. Vous parlez de la violence du discours anodin, de la norme qui exclut. Et puis, de cette façon-là, vous revenez d'une certaine manière à votre premier livre, L'œil le plus bleu, qui s'ouvrait avec une phrase apparemment innocente, la phrase d'un livre de lecture, qui dit « Voici la maison, elle est verte et blanche, elle a une porte rouge, elle est très jolie, voici la famille, maman, papa, Dick et Jane habitent la maison, ils sont très heureux. » Alors, le texte d'Emmanuel dans votre livre est progressivement compressé, vous le recopiez en notant la ponctuation, puis en faisant sauter les espaces entre les mots, vous éclatez les groupes de mots. Est-ce que c'était aussi un écho à la violence du message pour souligner l'arbitraire et la façon dont le langage, apparemment anodin, peut devenir indigeste, incompréhensible et finalement violent? And meaningless, totally meaningless. That life in the primer is a model in somebody's imagination, a national narrative that has virtually nothing to do with the way people really live. Oui, c'est dénué de sens, c'est totalement absurde en fait. Et je crois que je voulais montrer par là que ce modèle, ce manuel scolaire qui est présent dans l'imagination de tous et qui se veut un peu l'incarnation du récit national, eh bien, il n'a rien à voir avec la façon dont vivent réellement les gens. C'est une vengeance, d'une certaine manière. Mm-hmm. Yes. A little saboteur. Un petit sabotage quand même. Hein. La violence, elle est aussi dans le fait de nommer et de donner un nom, véritablement. Ce qui est évident dans l'expérience de l'esclavage, parce que ce qui court dans votre œuvre, c'est la violence de la nomination des esclaves par leurs maîtres. Les Blancs donnent des noms aux Noirs, comme aux chevaux de course, lit-on dans le chant de Salomon. Des noms qu'ils tenaient de désirs, de gestes, de défauts, d'événements, de faiblesses. Des noms comme des témoignages. Votre œuvre, c'est aussi le fait d'explorer le nom comme témoignage, Toni Morrison. In the absence of one's own name, you give yourself a name, or somebody who loves you gives you a name, or you claim your own identity. You remember during the 60s it was X, Malcolm X, in a kind of resistance to the notion of belonging and to a family that had owned you. So the anonymity was preferable to the use of that name. And, you know, slavery is only possible with brute force again and again and again. And you need, I always wondered why there were so many slaves, millions. So you would think, well, in those days, if they had, 6 million laborers, wasn't that enough? But the fact of the matter is, they died so fast. If you were 20 and you came to the United States as a slave, you were dead at 23. If you were 10, you might live to be 20. So they had to replenish them, which is why it took so long and lasted so long. It was not that they needed more. They needed to replenish the dead. You could only do that violently and by force. So that's part of the DNA of the country and the people who live there. Quand on n'a pas de nom à soi, eh bien, on se donne un nom à soi-même, ou bien c'est quelqu'un qui vous aime, qui va vous affubler d'un nom, ou alors encore vous revendiquez votre propre identité. Vous vous souvenez, dans les années 60, c'était X, Malcolm X. Et je crois que c'était un geste de résistance à cette notion d'appartenance et de résistance au fait d'avoir été considéré comme la propriété d'une famille à laquelle vous apparteniez et qui vous a nommé. Et donc l'anonymat était préférable
à l'usage de ces noms qui avaient été imposés. L'esclavage ne peut exister que s'il est imposé par une force vraiment brutale. Et je me suis toujours demandé pourquoi les esclaves avaient été si nombreux en Amérique. Ils sont venus par millions, 6 millions de paires de bras de journaliers. Est-ce que ça ne leur suffisait pas ? Eh bien, j'ai compris qu'en fait, c'était parce que les esclaves mouraient très rapidement, non seulement en mer pendant leur transport, mais aussi dès qu'ils arrivaient en Amérique. Si un esclave africain arrivait à 20 ans sur le sol américain, il n'était pas rare qu'il soit mort à 23. Bon, s'il arrivait plus jeune, à 10 ans, il avait peut-être des chances de survivre jusqu'à l'âge de 20 ans. Et voilà pourquoi il y a eu tant d'esclaves emmenés de force en Amérique. C'est simplement parce qu'il fallait remplacer ceux qui mouraient sous les coups. Voilà pourquoi il en fallait toujours plus. Et bien sûr, ce n'est que par la violence et par la force qu'on peut mettre en place un tel système. Ce qui fait que je crois qu'il est inscrit dans l'ADN de ce pays et de ses habitants. Mais dans cette violence, dans cet anonymat-là, il y a aussi une violence. La violence contient l'anonymat contient la violence. Toni Morrison. It's a protection and a rejection. I don't feel the violence there so much as in other ways, but naming oneself or being called, the men so often have nicknames that they're given. I didn't know any musicians, and I didn't know many of my father's friends. I never knew their names. Satchel Paige, Satchmo. Nobody said Louis Armstrong. They all had, all the blues singers, Muddy Waters, Howlin' Wolf. They were all nicknames, and that's what they went by. So they claimed another identity and rejected one that they felt was tainted by the so-called master. C'est une protection et un rejet également. Mais la violence ne réside pas là tant que sous d'autres formes. Vous savez, les hommes souvent se donnent des surnoms entre eux. Moi, je ne connaissais aucun nom de musicien, ni les noms des amis de mon père, par exemple. Alors on entendait des noms comme Satchel, Page ou Satchmo, que des surnoms. Personne ne disait Louis Armstrong. Et tous les chanteurs de blues, tels Muddy Waters, Howlin' Wolf, le loup hurlant, ils portaient tous un surnom. Donc ils revendiquaient une autre identité pour rejeter une identité qui leur avait été imposée, qui était teintée, salie par celui qu'on appelait le maître. Dans cette façon de se recréer un nom, il y a aussi une force poétique importante pour l'écrivain que vous êtes, Toni Morrison. Well, there is force, yes, poetic. When you just decide to be called something else. Particularly then, in those days. Pine Top. I mean, when you think of all those early musicians, you never hear their names. And I think it was true of particularly black men and many women as well, is to just get rid of the whole process of having a surname, a last name, that really wasn't yours. It belonged to the master. My maiden name is Wofford. My father's name is Wofford. There is a town in Georgia named Wofford. There is a college named Wofford. There were slave owners named Wofford. So that if I were interested in it, which I'm not, I would change my name, my maiden name, to something else. Actually, I didn't. I gave it to my son. So I'm not in that position, but I can certainly understand how that renaming of oneself would be important. Oui, une force poétique, en effet. Et il y a une force poétique à décider de se donner un autre nom. Mais surtout à l'époque, quand on pense à tous ces musiciens dont on n'entendait jamais le véritable nom,
et qu'on ne connaissait que par leur surnom. Et chez beaucoup d'hommes et de femmes noirs, il s'agissait de se débarrasser de toute cette lourdeur, de ce patronyme, de ce nom de famille qui n'était pas le leur véritablement, qui était celui de leur maître. Mon nom de jeune fille, c'est Walford, et c'est le nom de mon père. Et il y a une ville en Géorgie qui s'appelle Walford. Il y a aussi une université qui porte ce nom. Il y a eu plein d'esclaves qui se sont vus donner ce nom. Donc si ça m'intéressait, ce qui n'est pas le cas, eh bien, je changerai mon nom de jeune fille et je le transformerai en autre chose. Mais je n'ai pas fait ce choix puisque j'ai légué mon nom à mon fils. Donc, je peux quand même comprendre pourquoi certains jugent si important de se donner eux-mêmes un nom différent. Vous écrivez, ou vous avez prononcé plus exactement dans le discours de Stockholm, « Seul le langage nous protège de la frayeur des choses sans nom, seul le langage est méditation. » Dans l'œil le plus bleu, Charlie Breedlove se jette sur son épouse et il jette la somme, je vous cite, de toute sa fureur inarticulée et de tous ses désirs avortés. En la haïssant, il ne pouvait se conserver intact. Est-ce que l'innommé nomme la frayeur, comme vous le dites, mais est-ce qu'il crée aussi la haine, Toni Morrison? He's a guy who batters his wife, like many guys all over the world, because he is loathed by others. He loathes himself. He's ashamed. He has no power at all. So he exercises power on something smaller or weaker than him. Nothing particularly Charlie about that, except he has a memory of a humiliation, a sexual humiliation, when he was a child. Et ce personnage qui bat sa femme, comme tant d'autres hommes dans le monde entier, est uniquement parce qu'il se sent méprisé par les autres. Et de ce fait, il se méprise lui-même, il a honte de lui, il se sent totalement privé de pouvoir, et donc le peu de pouvoir qu'il a, il l'exerce sur quelqu'un de plus petit ou de plus faible que lui. Bon, bien sûr, ce n'est pas très brillant, mais bon, il a le souvenir d'une humiliation sexuelle lorsqu'il était enfant. À voix nue. Cette semaine, rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. Cette violence se retourne et elle crée un rapport particulier, d'une certaine manière, au langage. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez voulu montrer au Louvre avec les poètes du slam? I'm curious because I'm aware of the impact of rap music and hip-hop in the States. Its origins, the impact is worldwide. It's young people's music. Young people's music is always despised and hated as corrupt, violent, sexual, what have you. Or not. I mean, it doesn't have to be violent. Mozart was despised as a kid when he was composing. Too many notes, too much, too fast. Jazz was the worst music you could hear. It was banned. Blues was banned. Rock music is banned. All young people's music is banned until it's not. Until it becomes the music of the land. And the same thing happened with hip-hop. So here, I assume there's a relationship because they're young, because they feel marginalized, because they're speaking and creating poetry and music that says what no one else is saying, and they're talking to each other. So that, to me, is very much like what goes on in the States. But more importantly to me is that, despised as it is, the young people's music, they change the language. And some people are afraid of that. I mean, obviously. Oh my God. They're using these other words, or they're mangling English, or they're mangling American, or they're mangling Turkish, for that example. Mm-hmm. You know, all over the world.
there are these people, young people, who are doing something else. So I was interested in the newness, the unpoliced language without the cops, which I assume is what's going on in slam poetry. J'ai une grande curiosité pour cette forme d'art. J'ai conscience de la force et de l'influence du rap et du hip-hop aux États-Unis. En fait, c'est une musique qui a un écho dans le monde entier parce que c'est devenu la musique des jeunes. Et la musique des jeunes est généralement méprisée, détestée. On la juge corrompue, violente, trop sexuelle. Ou bien, parfois, par exemple, Mozart était méprisé quand il composait enfant. On lui reprochait d'écrire trop de notes, d'écrire une musique qui allait trop rapidement. Le jazz aussi était considéré comme une musique honnie qui était interdite. Le blues, le rock ont été interdits jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus et qu'ils deviennent complètement acceptés. Il en va de même avec le hip-hop. Donc là, oui, je suppose que c'est là la relation. C'est parce qu'ils sont jeunes, ils se sentent marginalisés, ces jeunes slameurs, et ils se mettent à parler, à prendre la parole, à créer de la poésie et de la musique qui raconte ce que personne d'autre n'a raconté et qui leur permet de se parler entre eux. Donc pour moi, c'est ça qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, mais plus important encore, bien qu'elle soit méprisée ou détestée, cette musique des jeunes, eh bien ces jeunes parviennent à modifier la langue, le langage. Et ça fait peur aux gens, du moins à certains. Ils se disent, oh là là, mon Dieu, de quels mots se servent-ils, ou ils abîment l'anglais, ils abîment la langue américaine, ils abîment le turc. Enfin, partout dans le monde, on voit émerger ces jeunes qui font quelque chose de nouveau, d'inédit. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette nouveauté d'un langage non policé, un langage sans flic. Et j'imagine que c'est ça, la poésie du slam. Le langage et la poésie, c'est aussi une musique. On a le sentiment que c'est un langage qui peut guérir, c'est ce langage-là que vous défendez. Mais en guérissant, ça pourrait quasiment être un poison dans l'œil le plus bleu. L'héroïne se rend compte que la détresse colorée par la voix de sa mère ôtait toute souffrance aux mots et lui laissait la conviction que la douleur n'était pas seulement supportable, mais douce aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une capacité de la musique de devenir une illusion? Est-ce que la musique n'est pas une consolation dangereuse, en fait? It's agency, like laughter. You take control of your emotions and your life. You articulate them. You put them in their place so that they do not overwhelm and destroy you. It's taking it in your own hands. Language and music can do that. Je crois qu'en fait, c'est un truchement, un mécanisme, comme le rire. On arrive à maîtriser nos émotions, notre vie, on les articule et on les met dans un petit endroit de sorte qu'ils ne nous envahissent pas et qu'ils ne nous détruisent pas. C'est reprendre en main sa destinée. Et je crois que le langage et la musique qui parviennent nous y aident. C'est quelque chose qui est très présent dans le blues, Toni Morrison. Very much so. The difference between blues and country music is country music sounds whining to me, always complaining. Blues is an acknowledgement of a difficult sorrow, but there's a sense of freedom in it, and nobody regrets that terrible, terrible love that they had. It was empowering somehow. So that is frequently in much music where it makes you feel stronger, even though you're describing truly miserable, soul-destroying things. But the art form itself can make you feel more ownership of life and not so whimsically treated. By forces. Absolument. La différence entre le blues et la musique country, par exemple, la country music, pour moi, c'est un peu pleurnichard, ça se plaint, ça geint, alors que dans le blues, on reconnaît la souffrance du chagrin, mais il porte aussi un sentiment de liberté, le blues.
Et en fait, les hommes qui chantent ne regrettent pas cet amour qui les a détruits parce qu'ils prenaient trop possession d'eux. Et ils se rebellent un petit peu contre cela. Et le blues, ça vous aide à devenir plus fort, je crois. Alors même que vous parlez de sentiments qui vous ont détruit, mais par le biais de ce chant, vous redevenez maître de votre vie et vous refusez d'être traité par le caprice des forces extérieures. Est-ce que c'est aussi une façon d'entendre des voix plurielles, ce qui est aussi présent dans le jazz, de ne pas entendre uniquement l'un? It's true. And they can compete, but at the same time those voices can blend. And the interesting thing is that each is required to listen to the other one in order to make the next phase. You have to know what your colleague is doing. So you have to pay close attention. It's not like reading from a score, you know, where it's sort of designed. It's, I guess that's what improvisation means. It's more alive. C'est vrai. Et ils peuvent rivaliser, ces voix, mais parfois, elles se rejoignent aussi, elles se mêlent. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque voix doit absolument écouter l'autre et les autres afin de passer à la phase suivante. Il faut vraiment avoir conscience de ce que fait le collègue et être très attentif. C'est pas comme quand on déchiffre une partition déjà toute écrite. Et de fait, ça aboutit à donner plus de vie. C'est ce qui nous ramène aussi à Babel, au mythe dont vous parlez dans votre discours du prix Nobel. Vous expliquez que l'accès au paradis était peut-être un peu prématuré parce que les gens ne prenaient pas le temps de s'écouter les uns et les autres et que c'est un paradis donc en forme de trompe-l'œil, ne pas s'écouter les uns les autres. Well, if paradise is one language that everybody knows, of course that's easy. But there are lots of languages. And if you just learn them or pay attention, you will be a bigger, richer, deeper, I think, if you know more languages than if you know only one. So I thought that Tower of Babel myth in biblical one was sort of, you know, dominating. Le paradis, c'est un langage que tout le monde connaît. Bon, c'est facile, mais il existe beaucoup d'autres langues. Et si vous les apprenez, ou simplement si vous êtes attentif, vous allez vous enrichir, vous serez plus grand. Si vous parlez plus d'une langue, forcément c'est une richesse. Et donc ce mythe de la tour de Babel, dans la Bible, bon, je le trouvais vraiment écrasant, trop dominant. Dans quel sens? Dominating. It was as though too bad. They could have reached paradise if only they had all spoken the same language. Sounds like some countries I know. Oh, c'était tellement triste, si dommage. Ils auraient pu atteindre le paradis si seulement ils avaient tous parlé la même langue. On dirait un peu le mythe qui guide un pays qui m'est très familier. Justement, vous avez commencé à écrire Paradise avant le prix Nobel. Ce paradis, c'est une notion très ancrée aux États-Unis. C'est une notion de laquelle vous êtes pour le moins critique. En lisant ce roman, on a même vraiment le sentiment que l'idée sous-jacente est que le paradis nécessite l'exclusion et que pour cette raison, il semblerait qu'il y ait des paradis qu'il vaut mieux avoir perdus. Or stop looking for that. The paradise that I wanted to project was the one that was at the end of the book, where she's sitting on the beach and there's trash and there's blue and it's nice and there are all sorts of people coming. The thing about paradise is that it's based on somebody else's not being there. Its nature is to exclude. You cannot have a heaven for everybody. You can only have a heaven if there's a hell for somebody. So I was trying to suggest the heaven, the paradise, the possibility of a paradise where no one was excluded, where it was all right. It's just a glimmer at the end of the book. But both of those communities are under the impression that they have the perfect community. And of course, when they clash,
It's death and destruction. Le paradis que je voulais représenter, c'est celui qui figure à la fin du livre. Elle est assise sur la plage. Il y a là des déchets, puis l'immensité bleue et toutes sortes de gens qui se promènent. Le problème avec le paradis, c'est qu'il est fondé sur le fait que quelqu'un en est exclu. Et c'est ça le rôle de la nature, elle exclut. On ne peut pas avoir un paradis pour tout le monde. On ne peut avoir un paradis que s'il existe un enfer pour quelqu'un d'autre. Donc, je voulais un peu suggérer la possibilité d'un paradis dont personne ne serait exclu. Et c'est un petit peu une petite étincelle à la fin du livre. Mais ces deux communautés opposées sont chacune convaincues qu'elles ont la communauté idéale, parfaite, et lorsqu'elles s'affrontent, cela conduit bien sûr à la mort et à la destruction. C'est la mort et la destruction qui rappellent aussi Hawthorne et l'escouade des puritains qui lancent un raid sur la colonie de Marymount. On a le sentiment qu'à travers la notion du paradis, c'est toujours le risque du puritanisme qui court. Toni Morrison. Yeah, well, those utopias are ultimately boring anyway. Because of that, you know, you're setting yourself up to have all the right answers. And of course, if you're easily threatened, if you don't have the right walls, guns, answers, what have you. So it's, religion is only part of it. I mean, there are religious conflicts that are severe and bloody. And the history of the world is full of them, but there are others that are equally as bloody. It's, you know, greed, money. Oui, toutes ces utopies, bon, elles m'ennuient finalement. Et justement à cause de cela, parce qu'il faut avoir toutes les bonnes réponses, et bien sûr, on se sent menacé si on n'est pas protégé par les bons murs, les bonnes armes, les bonnes réponses. Et la religion n'est qu'une petite partie du tableau. Bien sûr, les guerres de religion sont très graves et sanglantes et l'histoire mondiale en est pleine. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi sanglantes. Par exemple, la cupidité, l'amour de l'argent. Dans cette écriture des dangers du paradis, est-ce qu'effectivement l'influence de Hawthorne ou d'autres auteurs vous a conduit? Est-ce que c'était aussi une façon de vous inscrire dans cette réflexion sur le paradis nocif? I never do that. I'm totally unaware of the lineage of other writers that precede me. Hawthorne was the last thing that was on my mind. I was interested in an all-black town, period. And the fact that there were so many. Some were successful. And then I remember seeing an advertisement for people to come to this all-black town, but they had some requirements. If you don't have any money, don't come. So I thought, these are slaves telling other slaves you can't come in. So that was what was interesting to me. Non, pas du tout. Je ne fais pas ça du tout. Je ne me laisse pas influencer. Je n'ai pas du tout conscience de la lignée d'auteurs qui m'ont précédé. Hawthorne, c'était le dernier de mes soucis. Ce qui m'intéressait, c'était une ville entièrement noire et le fait que parmi ces noirs, beaucoup avaient réussi. Et je me rappelle d'ailleurs avoir vu une publicité pour attirer les gens vers cette ville entièrement noire. Mais il y avait des exigences assez curieuses. Si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas. Ah, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Des esclaves qui disent à d'autres esclaves qu'ils ne peuvent pas les rejoindre. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. On a parlé de ce rapport à l'autre destructeur. Après le 11 septembre, vous avez donné un cours à l'université de Syracuse sur Beowulf, qui est un poème épique du XIe siècle, où apparaît le monstre Grendel, qui est incompréhensible et qui veut juste vous manger. Et John Gardner écrit du point de vue de ce monstre. Est-ce que c'était pas là une façon radicale de vous demander comment écrire l'autre et qui est l'autre, Toni Morrison? I wrote that before 9/11. However, I wrote it while I was thinking about precisely these things, about demonization and foreignness, and I was collecting literature that in fact investigated the process by which we create foreigners, strangers,
and aliens. Like, you know, the Beowulf story is the animal versus the warriors, and he's terrible. And the novelist does just the opposite. He takes on the role of the despised demon, Grendel, and refocus from Beowulf to Grendel. And it just seemed applicable, certainly, to publish it after 9/11. Oui, j'avais écrit cela avant le 11 septembre, mais je l'ai écrit alors que je réfléchissais justement à toutes ces choses, la diabolisation, le fait de se sentir étranger. Et je recueillais toutes sortes d'exemples de la littérature qui exploraient le processus par lequel on est amené à créer des étrangers, des aliens, des monstres. L'histoire du Beowulf, c'est l'histoire d'un animal contre un guerrier. Et le romancier fait l'inverse. En fait, il endosse le rôle du démon méprisé, de Grendel. Et on passe de Beowulf à Grendel et bien sûr, c'était tout à fait opportun de publier cela juste après le 11 septembre. Dans cette réflexion, c'est aussi celle de Playing in the Dark qu'on entend, où vous expliquez combien les Noirs ont déclenché des moments cruciaux, des révélations, des changements dans une littérature qu'ils n'écrivent pas. Vous examinez la place des Noirs, des ombres noires, dans la littérature écrite dans une société mâle et blanche. Yes, I thought and still think and have evidence for major white American writers who didn't write about black people or black things, may have included some, but the language is so coded, you can feel their awareness of a population that was overwhelming. How could you not think about it? How could you avoid a slave population altogether? I mean, the Greeks managed to, but they were Greeks. Melville never did. Hawthorne never did. Even Poe. Whatever their personal judgments were about slavery and or racism, it's in their work. There's always a reference to it, a need to rub up against it. And it's an invisible presence, but a very powerful one. Oui, je pense toujours, et j'ai la preuve du pourquoi les grands écrivains américains blancs n'ont jamais écrit sur les Noirs. Mais en fait, leur langage est extrêmement codé. On perçoit qu'ils ont conscience de l'existence de cette population. Et bien sûr, comment auraient-ils pu l'oublier, ne pas la voir? Comment éviter cette immense population d'esclaves? Bon, les Grecs ont pas mal réussi ce tour de force, mais c'était des Grecs. Mais en tout cas, ni Melville, ni Hawthorne, ni même Poe, Edgar Poe, quel qu'ait été leur jugement personnel sur l'esclavage et le racisme, ça n'apparaît pas de manière explicite, mais pourtant, on perçoit leur besoin de se frotter à cette notion. C'est en fait une présence invisible, mais très puissante. Cette présence, elle est aussi celle qui a permis de créer l'américanité, dites-vous. Vous citez Huckleberry Finn et vous dites que son statut d'infériorité a fondé la supériorité blanche et que, d'une certaine manière, sans cela, les immigrants se seraient sentis peut-être plus inférieurs encore. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas toucher le fond puisque le fond était celui des Noirs. Est-ce que c'est cela aussi pour vous, le rêve américain? Yes. Dernière question, Toni Morrison. Dans votre discours de réception du prix Nobel, vous faites le portrait d'une femme. Parmi les siens, je vous cite, elle est en même temps loi et transgression. Alors est-ce que cette femme, ce serait pas un petit peu votre double aussi? And more transgression than law. But I wanted a figure that could both represent the law and at the same time be open and vulnerable to the young and to their transgression and understand that that was necessary for history and for life. Je suis plutôt du côté de la transgression que de la loi.
Mais je voulais une figure qui représente la loi tout en étant ouverte et vulnérable aux autres, aux jeunes et à leurs besoins de transgression, et que cette personne comprenne que la transgression était nécessaire pour la vie et pour faire l'histoire. Toni Morrison, merci beaucoup.